Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une page souvent négligée, voire un peu occultée de l'histoire africaine, la traite négrière arabo-musulmane. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur l'ouvrage assez choc de l'historien et anthropologue Tidiane Diaye, Le génocide voilé. Oui, bonjour. C'est un livre qui, effectivement, détonne. Ndiaye décrit une tragédie qui s'étend sur 13 siècles, c'est énorme, et il avance une thèse très forte, celle d'un génocide qui ne dit pas son nom, notamment à cause d'une pratique, on y reviendra, particulièrement brutale et systématique. Absolument. Notre objectif aujourd'hui, c'est donc d'explorer un peu les arguments, les faits présentés par l'auteur, en se basant bien sûr uniquement sur les éléments de son enquête. C'est ça, examiner l'ampleur, les méthodes, et puis aussi les raisons du silence relatif autour de tout ça, toujours selon Ndiaye. 13 siècles. C'est une durée qui paraît presque inconcevable. Surtout si on compare avec les 4 siècles de la traite transatlantique qui, elle, est beaucoup plus documentée et médiatisée. Alors, comment ça a commencé tout ça et quelle était l'ampleur réelle d'après Ndia? Alors, le point de départ formel qui identifie, c'est un traité, le Bact. Il a été conclu en 652, donc très tôt, entre l'émir arabe Abdallah Ben Saïd et les autorités de Nubie au Soudan actuel. 652, Tout à c'est fait. très ancien. Oui, très ancien. Et cet accord, assez particulier, il faut le dire, imposait la livraison annuelle de centaines d'esclaves, hommes et femmes, souvent pris dans la région du Darfour d'ailleurs. Et ça, ce fut l'engrenage initial, le début d'une ponction humaine qui va durer, selon lui, 13 siècles, donc jusqu'officiellement au début du XXe siècle. Incroyable. Et j'imagine que ça ne s'est pas limité au Soudan. Diaye doit décrire un système beaucoup plus vaste, non? Ah oui, bien sûr, c'était pas juste localisé là-bas. Il met en lumière deux grands axes de déportation. D'abord, il y a la route transsaharienne, des caravanes interminables qui acheminaient les captifs depuis l'Afrique qu'on dit subsaharienne vers le Maghreb, l'Égypte, La traversée du désert. voilà. Et ensuite, il y a l'autre grande route, c'est la route maritime orientale. Elle partait des comptoirs de la côte est africaine, les fameux comptoirs de Lanzabar, Kilwa, Lamou. Oui, on connaît ces noms. Et ça partait vers la péninsule arabique, la Perse, l'Empire ottoman, l'Indre même. Donc un réseau très étendu. Et les chiffres? Parce que Ndiaye avance des chiffres basés notamment sur les travaux de l'historien Ralph Austin, et ça donne le vertige. Oui, les chiffres sont assez effarants. Il parle de plus de 17 millions d'Africains déportés par ces routes arabo-musulmanes. 17 millions, c'est colossal. C'est bien plus que les estimations habituelles pour la traite transatlantique, qui tombent plutôt autour de 9 à 11 millions de personnes arrivées à destination. Exactement. La différence est notable. Et Ndiaye insiste beaucoup sur un point crucial. Ces 17 millions, ça ne compte que les personnes qui sont arrivées vivantes. Ah oui, d'accord. Il faut donc imaginer la mortalité terrible pendant les captures, les razzias, on va en parler, et puis pendant le transport lui-même, que ce soit à pied à travers le désert ou entassé sur les boutres, les navires. Donc l'impact démographique réel sur le continent, il est potentiellement bien plus catastrophique que ce chiffre seul. Ces razzias, justement, comment elles se déroulaient? Ndiaye dit qu'elles étaient souvent menées sous couvert de djihad, de guerre sainte. C'est ça? Oui, c'était souvent le prétexte, disons, officiel. Capturer des infidèles, des non-musulmans pour les réduire en esclavage, ce qui était permis par une certaine interprétation. Mais Ndiaye dénonce ce qu'il appelle une hypocrisie fréquente. C'est-à-dire? Dans les faits, il rapporte que des populations noires qui étaient déjà islamisées étaient aussi ciblées. On les accusait alors d'être de mauvais musulmans ou secrètement idolâtres. Un prétexte, quoi. Il cite même une formule assez terrible qui, selon lui, résume l'attitude de certains chefs négriers. Le Coran d'une main, le couteau à une nuque de l'autre. Terrible formule. Ça suggère que la motivation économique primait souvent sur le religieux, en fait. C'est ce que son analyse suggère, oui. Et les descriptions des conditions de capture, de transport, ce que rapportent les explorateurs européens du 19e siècle, que Ndiaye utilise beaucoup, c'est juste glaçant. On a du mal à imaginer la souffrance. Oui, il y a des passages vraiment durs dans le livre. Oui, c'est indescriptible. Plusieurs explorateurs, l'Écossais Clapperton, les Allemands Nachtigal et Rolf, ils décrivent des scènes d'horreur absolues, des pistes de caravanes qui étaient littéralement jonchées d'ossements humains, blanchis par le soleil. Incroyable.
Rolf écrit même, je crois, qu'il suffisait de suivre les squelettes pour trouver son chemin dans certaines zones. Les captifs marchaient pendant des mois, enchaînés, souvent avec cette canguée, cette fourche en bois autour du cou pour les empêcher de s'échapper. Oui, cette image est terrible. Dans des conditions climatiques extrêmes, chaleur écrasante, froid glacial la nuit dans le désert, avec quasiment rien à boire ou à manger. La déshumanisation était totale. Il y a ce témoignage de Clapperton qui trouve une centaine de squelettes autour d'un puits qui était à sec, et ses guides arabes lui répondent quelque chose comme bah, c'était juste des nègres. Ça montre bien le mépris absolu pour la vie de ses captifs. Tout à fait. Et les conséquences sur les régions qui subissaient ces raids étaient dramatiques. Livingstone, par exemple, y retourne dans des zones près du lac Tanganyika qu'il avait connu quelques années avant comme étant prospères agricoles. Et il retrouve quoi? Il les retrouve dévastés, dépeuplés, ravagés par les raids incessants des négriers qu'on appelait Swahili ou arabes. Stanley, un autre explorateur, rapporte des témoignages de régions qui auraient perdu jusqu'à 99% de leur population après le passage des négriers. 99%, hein. C'est un dépeuplement quasi total. Oui, c'est énorme. Et Zanzibar, qui était vraiment la plaque tournante du trafic sur la côte Est, Livingstone l'avait surnommé Stinky Bar, tellement l'odeur des cadavres, des détritus, des maladies y était pestilentielle. Ça donne une idée de l'enfer que c'était. On arrive là à un point vraiment central et particulièrement terrible de l'analyse de Ndiaye. C'est ce qui sous-tend sa thèse du génocide voilé, la castration. La castration systématique et à grande échelle des hommes et des garçons africains. Oui, c'est un élément absolument fondamental dans son argumentation. Il affirme que cette pratique, bon, elle a existé ailleurs, à d'autres époques, on le sait, mais qu'elle a pris une dimension quasi industrielle et surtout délibérée, dans le cadre de cette traite arabo-musulmane visant les Africains noirs. Et le but, selon lui? Il était double, d'après son analyse. D'une part, produire des eunuques. Les eunuques étaient très recherchés pour la garde des harems ou pour certaines fonctions administratives ou militaires. On les jugeait plus fiables, plus dociles. D'accord, ça c'est l'aspect production du nuque. Voilà. Mais d'autre part, et c'est là le point vraiment crucial pour sa thèse du génocide, le but était d'empêcher la reproduction des esclaves noirs et donc d'empêcher leur implantation durable, leur descendance dans les sociétés arabo-musulmanes. Il parle carrément d'une forme d'extinction ethnique programmée. C'est extrêmement grave comme accusation. Et l'opération elle-même, il décrit des conditions barbares avec des taux de mortalité énormes. Oui, absolument effroyable. Ndiaye compile des sources, des témoignages qui parlent de taux de mortalité de 60 à 80% pendant ou juste après l'opération. 70 à 80%, c'est gigantesque. Oui, c'est énorme. L'opération était souvent réalisée sans aucune hygiène, dans des conditions primitives, par des spécialistes, parfois dans des centres dédiés. Il mentionne des moines coptes en Égypte ou des groupes spécifiques en Éthiopie qui pratiquaient ça. Et il y avait différents types de castration, c'est ça? Oui, il décrit plusieurs types, dont la plus radicale, c'était l'ablation totale des organes génitaux externes, ce qu'on appelait à fleur de ventre. Les survivants, évidemment, étaient totalement incapables de procréer et souvent très diminués physiquement, avec des problèmes de santé chroniques. Le livre cite le témoignage de Erettin Effendi, qui est présenté comme le dernier eunuque noir de l'Empire ottoman. C'est poignant. Oui, c'est un témoignage bouleversant. Il raconte sa capture enfant en Éthiopie, la torture de la castration, la douleur physique, la douleur morale, le fait d'être ensuite offert en cadeau, et cette résignation terrible quand il dit « c'était notre destin ». Ça en dit long. Et donc c'est cette pratique massive de la castration qui, selon Ndiaye, combinait aussi à l'infanticide fréquent des enfants métis nés de mères esclaves noires. Oui, il mentionne aussi cet aspect. Ouais, c'est ça qui expliquerait pourquoi on voit aujourd'hui très peu de descendants d'Africains subsahariens dans beaucoup de pays du monde arabo-musulman. C'est ça le cœur de l'argument. Afrodescendante importante a survécu, s'est développée, a lutté pour ses droits. Dans le monde arabo-musulman, cette castration massive aurait, selon lui, empêché la constitution d'une telle diaspora visible. C'est cette volonté délibérée d'empêcher la reproduction qu'il qualifie de génocidaire. C'est une thèse effectivement très forte et qui donne à réfléchir. Mais Ndiaye, il aborde aussi une question complexe, celle de la servitude qui existait déjà en Afrique, avant l'arrivée des Arabes et plus tard des Européens. Comment est-ce qu'il fait la différence avec la traite négrière ? Oui, il insiste beaucoup là-dessus, pour éviter les amalgames. Il préfère d'ailleurs parler de servage africain précolonial plutôt que d'esclavage interne. D'accord.
Et quelle est la différence fondamentale pour lui? Il décrit des systèmes où les personnes en servitude, souvent des prisonniers de guerre, des gens endettés, parfois des criminels, n'étaient généralement pas vues comme de simples marchandises. Elles étaient intégrées, d'une certaine manière, à la famille, au lignage du maître. Elles avaient souvent un statut quasi familial, même si inférieur. Elle gardait une certaine humanité en quelque sorte? Voilà. Elles conservaient une personnalité juridique, même limitée. Elles avaient certains droits, parfois même le droit de posséder des biens, de se marier, et leurs enfants n'étaient pas forcément esclaves. Il y avait même des possibilités d'ascension sociale dans certains cas. Il donne l'exemple, je crois, des Diamoubourg au Sénégal. Oui, les captifs de la couronne, c'étaient des serviteurs attachés aux lignages royaux qui pouvaient devenir des guerriers respectés, occuper des fonctions importantes, et il était même interdit de rappeler leur origine servile sous peine de sanction. Donc un système très différent de l'image qu'on a de l'esclavage marchandise. Tout à fait. Alors attention, Njaye ne cherche pas à idéaliser ce servage. Il reconnaît qu'il y avait de la cruauté, il mentionne les sacrifices humains au Dahomey ou la cour très dure du roi Mtesa en Ouganda, mais il soutient que ce système était fondamentalement différent de la traite commerciale organisée par les Arabes, puis par les Européens. Différent en quoi, principalement? Différent par l'échelle, d'abord, la traite impliquait une déportation massive sur de longues distances. Différent par la déshumanisation systématique, la transformation de l'être humain en simple marchandise, cotée en bourse en quelque sorte. Et différent par la logique purement économique d'offre et demande à grande échelle, avec toute une logistique d'approvisionnement, de transport, de vente. Ce n'était plus du servage intégré, c'était un commerce d'êtres humains. D'accord, la distinction est claire. Maintenant, quel rôle l'islam a-t-il joué dans cette histoire, d'après l'analyse de Ndiaye? Parce que la relation semble assez complexe. Oui, très complexe, et c'est un point sensible. Ndiaye note qu'au tout début de l'islam et même dans l'attitude du prophète Mohammed, il n'y avait pas forcément de préjugés de couleur marqués. On cite souvent l'exemple de Bilal, cet esclave éthiopien affranchi, qui est devenu le premier muezzin, une figure respectée. L'affranchissement d'un esclave était même considéré comme un acte pieux. Donc au départ, pas forcément de racisme anti-noir lié à la religion. Pas intrinsèquement, selon son analyse. Cependant, il affirme qu'avec l'expansion arabe et surtout le développement massif de la traite négrière visant spécifiquement les populations noires d'Afrique subsaharienne, eh bien, un racisme anti-noir virulent se serait développé, se serait ancré et aurait même été théorisé. Théoriser. Comment ça s'articulait avec les principes religieux? Notamment l'interdiction, en théorie, d'asservir un autre musulman. Cette interdiction, elle était souvent contournée. Comme on l'a dit un peu plus tôt, on pouvait facilement accuser les musulmans noirs d'être de mauvais musulmans, de pratiquer en secret l'idolâtrie, le paganisme, ou alors on ciblait tout simplement les populations voisines qui n'étaient pas encore islamisées, les infidèles. D'accord. Et cette théorisation du racisme? Oui, Nadier cite des idéologues, des penseurs arabes influents comme le grand historien Ibn Khaldoun au XIVe siècle. Ce dernier a développé des théories pseudo-scientifiques pour justifier une supposée infériorité des Noirs. Il liait ça au climat chaud de l'Afrique, qui les rendrait plus proches des animaux, moins intelligents, plus enclins au plaisir sensuel, etc. Des stéréotypes racistes classiques en somme. Il mentionne aussi l'utilisation de la fameuse malédiction de Cham? Ce récit biblique qui a été détourné, oui, tout à fait. Il souligne que les Arabes ont été parmi les premiers à populariser cette interprétation racialisée de la malédiction de Noé sur son fils Cham. Une interprétation qui associait Cham et sa descendance à la peau noire et à la servitude. Et ça, bien avant que cette même justification ne soit reprise plus tard en Europe pour la traite transatlantique. Alors que le texte biblique original, il ne parle pas de couleur de peau, c'est ça? Exactement. Le texte original de la Genèse ne mentionne aucune couleur de peau et la malédiction vise Canaan, pas toute l'Afrique. C'est un exemple, selon Ndiaye, de manipulation idéologique pour justifier a posteriori une pratique économique et sociale. Ce qui est assez paradoxal, c'est que Ndiaye rappelle aussi que le prophète Mohammed lui-même aurait condamné la vente d'êtres humains. C'est toute l'ironie tragique que Ndiaye met en avant. Des enseignements originels qui prônaient un traitement humain des captifs, qui encourageaient l'affranchissement et qui condamnaient explicitement le commerce des hommes. Il cite un hadith, le pire des hommes est celui qui vend les hommes. Eh bien, ces enseignements ont été largement ignorés, voire contredits, par ceux-là même qui organisaient et profitaient de cette traite à grande échelle, tout en se réclamant de l'islam. C'est une contradiction frappante. L'ouvrage n'évite pas non plus une question qui est souvent sensible, la participation de certains Africains eux-mêmes à ce commerce.
Non, effectivement, Njai est assez clair là-dessus, même si c'est un sujet complexe et douloureux. Il décrit comment certains chefs locaux, certaines élites guerrières ou commerçantes, parfois elles-mêmes converties à l'islam, comme certains souverains peuls ou tout couleur au Sahel, ont collaboré avec les négriers arabes ou morts. Collaborer comment? Soit en organisant eux-mêmes des razzias contre leurs voisins pour capturer des esclaves, qu'ils gardaient pour leur propre usage ou qu'ils échangeaient ensuite contre des biens venus du Nord, comme des chevaux, des armes, des tissus. Des royaumes puissants, comme celui du Bornou, près du lac Tchad, étaient connus pour être de grands pourvoyeurs d'esclaves pour les caravanes transsahariennes. Il cite aussi des figures comme Samori Touré ou Béinzien dans ce contexte. Oui, il les mentionne comme des acteurs de système où la prédation interne et la capture d'esclaves étaient une réalité, parfois liée, directement ou indirectement, à la demande extérieure de la traite, que ce soit arabe ou européenne plus tard. Mais c'est complexe. Évidemment, les motivations étaient multiples. Bien sûr, mais cette collaboration, ce n'était pas la seule réalité. Ndiaye met aussi en avant les résistances africaines face à cette traite. Absolument, et il tient à le souligner fortement, il y a eu des résistances farouches. L'exemple le plus spectaculaire et peut-être le plus connu, c'est la Grande Révolte des Inges. Ah oui, en Mésopotamie. C'est ça, en Irak actuel, au IXe siècle. Des dizaines de milliers d'esclaves noirs qui venaient principalement d'Afrique de l'Est et qui étaient surexploités dans des conditions terribles dans les marais salants du sud de l'Irak se sont soulevés. Et ça a duré longtemps. Oui, la révolte a duré près de 15 ans. Elle a vraiment ébranlé le califat abbasside. Bon, elle a fini par être écrasée dans le sang, de manière extrêmement brutale, mais elle a eu un impact considérable. Selon Diaye, elle aurait marqué durablement les esprits et aurait limité par la suite le recours à l'esclavage de plantation à très grande échelle dans cette région du Moyen-Orient, par peur d'une nouvelle révolte. C'est un fait historique majeur, en effet. Et il y a eu d'autres formes de résistance? Oui, bien sûr. Diane cite des exemples de résistance plus locaux, mais tout aussi forts symboliquement. Il y a cet épisode terrible, mais héroïque des femmes du royaume du Wallo, au Sénégal, qui, face à une razzia imminente des morts, auraient choisi de s'immoler collectivement dans une case plutôt que d'être capturées et réduites en esclavage. Un acte de désespoir et de résistance ultime. Tout à fait. Il mentionne aussi la politique de Shaka Zulu, en Afrique australe, qui s'opposait fermement à l'entrée des marchands d'esclaves, qu'ils soient portugais ou autres, sur son territoire. Et puis il y a aussi des formes de résistance spirituelle, comme celle d'Amadou Bamba au Sénégal, qui prenait une voie pacifique de résistance face à la fois à la colonisation française et aux dérives esclavagistes de certains chefs locaux. Donc un tableau complexe, avec à la fois des complicités et des résistances. Il rapporte aussi une anecdote intéressante sur Mansa Moussa, l'empereur du Mali. Ah oui, lors de son fameux pèlerinage fastueux à la Mecque au XIVe siècle. Voilà. Malgré sa richesse, sa puissance, sa piété musulmane, il aurait été confronté au mépris des Arabes égyptiens. Oui, Ndiaye rapporte cet épisode où le sultan mamelouk d'Égypte aurait tenté de lui imposer de se prosterner devant lui, ce que Mansa Moussa aurait refusé. Pour Ndiaye, ça illustre bien la prégnance de ce racisme anti-noir qui dépassait la simple question du statut d'esclave ou de la religion. Même un souverain noir musulman extrêmement puissant y était confronté. Tout ça nous ramène donc à cette expression centrale du livre, cette thèse choc, génocide voilé. Pourquoi le Ndiaye utilise ces mots, génocide et voilé? Qu'est-ce qu'il entend exactement par là? Alors, pour génocide, c'est vraiment la combinaison de plusieurs facteurs, selon son analyse. D'abord, la durée exceptionnelle, 13 siècles. Ensuite, l'ampleur démographique. Plus de 17 millions de déportés arrivés vivants, sans compter l'énorme mortalité induite par les captures et le transport. La brutalité des méthodes aussi, les razzias destructrices. Et surtout, le point décisif pour lui, c'est cette castration systématique et à grande échelle. Qu'il interprète comme une volonté d'extinction. Voilà, il l'interprète comme une volonté délibérée d'empêcher la survie démographique, la reproduction des populations noires déportées dans le monde arabo-musulman. Une tentative d'extinction ethnique sur le long terme. C'est ça qui, selon lui, justifie le terme de génocide et qui le distingue de la traite transatlantique qu'il qualifie lui d'holocauste, où une diaspora importante a malgré tout pu survivre et se constituer. D'accord pour génocide. Et pourquoi voilé? Voilée parce que, selon Ndiaye, cette histoire tragique est largement passée sous silence. Elle est occultée, voilée, justement. Il met en évidence un contraste saisissant avec l'abondance des travaux, des débats publics, des commémorations, des reconnaissances politiques même, concernant la traite transatlantique menée par les Européens.
Il pense qu'il y a une sorte de déni ou d'amnésie sélective? Oui, il pointe du doigt ce qu'il appelle une amnésie volontaire ou une occultation mémorielle. Il avance plusieurs raisons possibles à ce silence. Parfois une forme de solidarité religieuse entre certains Africains musulmans et le monde arabo-musulman qui freinerait la critique, ou même une sorte de syndrome de Stockholm historique où l'on minimiserait cette traite-là pour mieux concentrer les accusations sur l'Occident. Il note aussi qu'il n'y a pas eu, dans le monde arabo-musulman, de mouvement abolitionniste endogène, aussi fort qu'en Occident, même si les motivations occidentales étaient complexes et parfois tardives. C'est un point qu'il souligne, oui. L'esclavage, étant justifié par certaines lectures des textes sacrés et très profondément ancré dans les structures sociales pendant des siècles, était peut-être plus difficile à remettre en cause de l'intérieur. Et il constate qu'il n'y a eu que très peu, voire pas du tout, de repentance officielle ou de reconnaissance de cette histoire de la part des pays concernés jusqu'à aujourd'hui. Ndiaye va même plus loin. Il lie ce passé qui n'est pas assumé, selon lui, à des problèmes bien contemporains. Oui, tout à fait. Il voit par exemple dans la tragédie du Darfour au Soudan, qu'il qualifie sans hésiter de nettoyage ethnique, une continuation directe de cette logique de prédation séculaire des populations noires par des milices arabisées. C'est une lecture très directe des événements récents. Oui. Il évoque aussi la persistance de formes d'esclavage ou de discrimination fortes, notamment en Mauritanie, ou encore le sort terrible réservé aux migrants subsahariens en Libye et dans d'autres pays du Maghreb, qu'il voit comme des échos modernes de cette histoire douloureuse et mal digérée, de cette vision déshumanisée de l'Afrique noire. Donc pour résumer, ce que nous révèle cette exploration de l'ouvrage de Tidiane Ndiaye, c'est une histoire tragique d'une durée et d'une ampleur vraiment considérables. Une histoire marquée par une brutalité spécifique, comme la castration de masse, et une histoire qui, selon l'auteur, constitue un génocide voilé, largement absent de notre mémoire collective, surtout quand on la compare à la traite transatlantique. C'est exactement ça. C'est une enquête qui bouscule, qui dérange, clairement. Elle nous force à nous interroger sur la manière dont l'histoire est écrite, dont elle est mémorisée ou dont elle est oubliée, sélectivement parfois. Ndiaye plaide vraiment pour une approche globale, honnête, de toutes les formes de traite négrière, sans tabou, sans occultation sélective, peu importe les raisons de cette occultation, qu'elles soient religieuses, idéologiques ou géopolitiques. Et ça nous laisse avec une question assez fondamentale, qui est peut-être la question que Ndiaye nous pose à travers son livre. Quelles sont les conséquences, encore aujourd'hui, de ce voile qui a été jeté sur toute une partie de l'histoire? Comment ce silence ou ce demi-silence affecte-t-il notre compréhension du présent et puis les relations complexes entre l'Afrique subsaharienne, le monde arabo-musulman et aussi l'Occident? C'est une réflexion essentielle en effet. Regarder toute l'histoire en face, même ses parts les plus sombres et les plus dérangeantes pour pouvoir comprendre le présent. Une réflexion nécessaire. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette exploration basée sur le génocide voilé de Tidiane Ndiaye.